Pendant des années, 18 des plus grands médecins du monde tentèrent tout pour guérir le fils d'un milliardaire, né paralysé et incapable de marcher. Ils utilisèrent les meilleures technologies, les traitements les plus récents et toutes les thérapies que l'argent pouvait offrir. Mais rien n'y fit, jusqu'au jour où une petite fille pauvre, sans aucune formation médicale, entra dans sa vie, joua avec lui comme avec n'importe quel autre enfant, et découvrit par hasard une vérité bouleversante qu'aucun expert n'avait jamais envisagée. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime à la vidéo. Et surtout, dites-nous d'où vous nous regardez. Cela nous fait toujours plaisir de le savoir. Édouard Delmont, un milliardaire autrefois célèbre pour ses entreprises prospères et ses apparitions publiques, vivait désormais retiré du monde, dans son vaste château à Saint-Germain-en-Laye, non loin de Paris. Toute son existence avait basculé des années plus tôt, lorsque son fils Enzo était né avec une affection mystérieuse qui l'empêchait de bouger les jambes. Dès que les médecins avaient annoncé qu'Enzo ne marcherait jamais, la vie d'Édouard avait changé à jamais. Les médecins ne savaient pas expliquer pourquoi. Les jambes du garçon semblaient normales, sans blessure apparente, mais elles restaient totalement immobiles. Édouard se lança aussitôt dans une quête de réponse, mobilisant sa fortune et son influence pour faire venir les meilleurs spécialistes de la planète. Au fil des années, 18 experts différents examinèrent Enzo. Ils firent d'abord passer des analyses de sang, des scanners, des bilans neurologiques. Certains pensaient à une cause génétique, d'autres à un traumatisme. Mais aucun ne put identifier l'origine réelle du problème. Chaque visite se terminait de la même façon. Aucune réponse, aucun progrès. Pourtant, Édouard refusait d'abandonner. Il était déterminé à réparer ce que personne d'autre ne pouvait, quel qu'en soit le prix ou la durée. Peu à peu, il s'éloigna du monde des affaires. Il délégua la direction de son groupe à ses conseillers de confiance et disparut des médias. La presse parisienne parla de mystère Delmont, s'interrogeant sur la soudaine disparition d'un homme si puissant. Mais Édouard n'en avait cure. Derrière les grilles de son domaine, il transforma chaque pièce et chaque couloir du château en une sorte de clinique privée. Il fit venir les équipements médicaux les plus modernes, scanners, appareils de kinésithérapie, bassins de balnéothérapie, fauteuils roulants sur mesure. Les chambres devinrent des salles de traitement. Il embaucha des infirmières, des kinésithérapeutes et même des médecins-chercheurs de l'INSERM, travaillant sur des projets expérimentaux. Tous logèrent sur le domaine afin d'assurer une surveillance 24 heures sur 24. Le château, autrefois animé par des réceptions somptueuses, résonnait désormais du murmure des machines et des voix feutrées des soignants entièrement dévoués à Enzo. Bien qu'il ne pût pas marcher, Enzo était un enfant intelligent et en bonne santé. Ses bras étaient forts et son esprit vif. Il aimait les livres, les puzzles et les jeux éducatifs. Curieux de tout, il passait des heures à regarder des documentaires et à poser 1000 questions sur le fonctionnement des choses. Édouard veilla à ce qu'il ne manque de rien. Il engagea des professeurs particuliers pour lui enseigner les langues, les sciences et l'histoire. Ils s'installaient souvent ensemble, dans les pièces baignées de soleil, donnant sur les jardins à la française. Chaque soir, père et fils parlaient longuement, et Édouard faisait toujours en sorte qu'Enzo sache combien il était aimé et qu'il ne serait jamais seul. Pourtant, une douleur persistait dans le cœur du père. Le garçon ne se plaignait jamais. Mais Édouard voyait la tristesse dans ses yeux lorsqu'il regardait à la télévision des enfants courir et jouer. Les thérapies se succédaient sans relâche, chaque jour, du matin jusqu'au soir. Édouard avait instauré un emploi du temps strict, séances de kiné, exercices d'étirement, stimulation musculaire à l'aide de machines sophistiquées. Tout cela sans jamais obtenir la moindre réaction. Il y avait aussi des séances de balnéothérapie
où l'eau allégeait le poids du corps d'Enzo, permettant au kinésithérapeute de mobiliser plus facilement ses jambes. Les traitements se multipliaient, certains fondés sur la science, d'autres sur des approches alternatives. Édouard n'écartait aucune piste. Un nouveau médicament? Il l'achetait. Une technologie prometteuse? Il l'installait. Une théorie originale? Il en écoutait les promoteurs. Mais les années passèrent et rien ne changea. Les jambes d'Enzo restaient immobiles et les médecins répétaient inlassablement le même diagnostic: paralysie permanente. Malgré les échecs, Édouard refusa de croire que cette condition fût irréversible. Chaque fois qu'un médecin renonçait, il en trouvait un autre. Lorsqu'un kiné déclarait avoir atteint la limite de ce qui était possible, il engageait quelqu'un de nouveau avec une approche différente. Édouard passait ses nuits à lire des revues médicales, à étudier des publications scientifiques et à regarder des vidéos de traitements venus d'autres pays. Il contactait des universités et proposait de financer des projets entiers, à condition qu'ils se consacrent à la recherche sur la pathologie d'Enzo. Parfois, il se déplaçait discrètement pour rencontrer des chercheurs travaillant sur des technologies expérimentales. Beaucoup lui disaient qu'il faudrait des décennies avant d'obtenir de véritables solutions. Mais Édouard s'en moquait. Il se battait pour garder l'espoir. Il ne pouvait pas s'arrêter, car au fond de lui, il était persuadé qu'il existait un moyen. Il avait toujours résolu les problèmes par le travail et la détermination, et il croyait que celui-ci ne ferait pas exception. Le château devint un monde à part. Il possédait tout ce qu'il fallait pour la vie d'Enzo: éducation, soins, thérapie et soutien émotionnel. Le personnel formait une véritable petite communauté, loyale à Édouard et profondément investie dans les progrès du garçon. Ils célébrèrent les moindres victoires, comme lorsque Kenzo réussissait, avec aide, à soulever sa jambe de quelques centimètres, même si cela ne durait pas. Édouard était toujours présent. Il ne se contentait pas de financer les soins, il participait à tout. Il assistait aux séances de kiné, prenait des notes, posait des questions. Le soir, il lisait des histoires à Enzo avant qu'il s'endorme et restait des heures à ses côtés. Avec le temps, il apprit à réaliser lui-même certains gestes thérapeutiques. Il n'était plus seulement un père. Il était devenu chercheur, soignant et chef d'une mission à laquelle personne d'autre ne croyait. Et même lorsque les journées semblaient interminables et les résultats décourageants, il refusait de céder. Chaque matin, il se levait prêt à recommencer, convaincu qu'un jour, quelque chose finirait par fonctionner. Pendant ce temps, Enzo grandissait, entouré d'attention et de tendresse. Il n'avait jamais connu la sensation de marcher, mais il apprit à vivre avec sa condition. Curieux, intelligent et plein d'imagination, il posait sans cesse des questions. Parfois, il demandait à son père s'il marcherait un jour, et Édouard répondait toujours la même chose: « On continuera d'essayer. » Parfois frustré, Enzo gardait pourtant confiance. Il croyait en son père. Ainsi, leurs journées s'enchaînaient, remplies de soins, d'études et de moments de calme et d'espoir. Le monde extérieur avait depuis longtemps oublié le nom d'Édouard Delmont, mais à l'intérieur du château, un père et un fils vivaient pour un seul but: trouver la réponse que personne d'autre n'avait su découvrir. Les médecins avaient abandonné, les experts avaient déclaré cela impossible. Mais Édouard ne s'arrêta pas. Il refusait simplement d'abandonner, même si tous les spécialistes étaient arrivés à la même conclusion: la paralysie était définitive. Rosanne, elle, menait depuis des années une vie modeste et tranquille, élevant seule sa fille Isabelle après la mort de son mari. La vie avait été difficile. Petit boulot mal payé, déménagements fréquents, espoir de stabilité sans cesse repoussé. Jamais elle n'avait mis les pieds dans un château, encore moins travaillé dans un lieu aussi vaste et luxueux que le domaine Delmont. Alors, quand on lui proposa un poste de gouvernante à Saint-Germain,
Elle accepta sans hésiter, y voyant une chance de repartir à zéro. Elle arriva avec quelques valises et sa filte à la main. Isabelle, pleine d'énergie et de curiosité, fut émerveillée dès qu'elles franchirent les grandes portes vitrées. Rosanne, nerveuse mais pleine d'espoir, fut présentée au personnel et conduite à ses quartiers. On lui remit une liste de tâches et quelques consignes, mais on lui parla peu d'Enzo. Elle remarqua aussitôt l'atmosphère particulière de la maison. Calme, disciplinée, les gens marchaient doucement et parlaient à voix basse. Ce lieu n'avait rien d'un foyer. Il ressemblait plutôt à une clinique. Isabelle, elle, ne voyait rien de tout cela. Pour elle, le château était un terrain d'aventure. Les plafonds hauts, les parquets brillants, les longs couloirs l'émerveillaient. Tandis que sa mère apprenait ses nouvelles fonctions, la fillette se mit à explorer prudemment, observant les pièces, les machines étranges et les objets médicaux. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle découvre la salle où Enzo passait la plupart de son temps. Le garçon était assis dans son fauteuil roulant, un livre sur les genoux, pendant qu'un kinésithérapeute ajustait un appareil à proximité. Sans demander la permission ni hésiter, Isabelle entra et se planta devant lui. Enzo leva les yeux, surpris. Aucun enfant ne venait jamais le voir. La plupart des gens le traitaient avec prudence, voire l'évitaient. Mais cette fille était différente. Elle sourit et commença à parler sans attendre, lui demandant son prénom, ce qu'il faisait et s'il voulait jouer. Enzo resta muet d'abord. Il n'avait pas l'habitude d'un tel naturel. Mais Isabelle ne l'attendit pas. Elle s'assit par terre et commença à jouer avec les jouets qu'elle avait apportés. Isabelle ne semblait pas remarquer qu'Enzo ne pouvait pas bouger les jambes, ou alors cela lui était tout simplement égal. Elle se comportait avec lui comme avec n'importe quel autre enfant. Elle lui tendait de petites voitures, lui montrait ses livres illustrés et lui proposait de résoudre avec elle de petits puzzles. Enzo parlait peu lors de ses premières visites, mais il l'observait attentivement. Elle n'était pas comme les adultes qui, sans cesse, lui demandèrent comment il se sentait ou tentèrent de lui faire remuer les jambes. Elle ne le regardait pas avec tristesse, ni ne le traitait comme un être fragile. Elle l'incluait tout simplement dans son univers. Elle bavardait de choses futiles, racontait ses dessins animés préférés, inventait même des jeux qui ne nécessitaient ni de courir ni de se lever. Sa présence apportait dans la pièce une énergie nouvelle, quelque chose de vivant qui n'y existait pas auparavant. Même si Enzo ne souriait pas encore, il ne détournait plus le regard. Il suivait chacun de ses gestes du regard, clairement attentif, même s'il demeurait silencieux la plupart du temps. Édouard remarqua presque aussitôt les visites de la fillette. Au début, cela ne lui plut guère. Il avait passé des années à construire autour d'Enzo un environnement calme et maîtrisé, où tout était minutieusement planifié et où chaque visite devait être approuvée. Isabelle ne suivait aucune de ces règles. Elle apparaissait sans prévenir, entrait dans la chambre d'Enzo et parlait sans s'arrêter. Édouard l'observait à distance, incertain de la justesse de cette intrusion. Il craignait qu'elle ne trouble le garçon ou qu'elle ne dise, sans le vouloir, quelque chose de blessant. Mais jour après jour, Isabelle revint. Elle ne demandait jamais la permission. Avec son petit sac à dos rempli de crayons, de jouets ou d'un livre, elle s'asseyait par terre, à côté d'Enzo, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Peu à peu, Édouard commença à remarquer quelque chose d'inattendu. Enzo paraissait plus éveillé quand elle était là. Il tournait la tête plus vite, fixait plus longtemps les objets et bougeait davantage les mains pendant leur jeu. Rosanne, de son côté, restait prudente. Elle poursuivait son travail en silence et s'assurait qu'Isabelle ne dérange rien d'important. Polie avec le personnel, elle évitait soigneusement de croiser le maître des lieux. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait qu'il se passait quelque chose d'inhabituel entre les deux enfants. Elle voyait combien sa fille aimait ces moments auprès d'Enzo.
Ce n'était ni de la pitié, ni de la gentillesse forcée. Elle appréciait sincèrement sa compagnie. Enzo, dans sa réserve, commença à réagir davantage. Il glissait quelques mots, riait doucement à ses histoires et attendait son arrivée. Les kinésithérapeutes remarquèrent eux aussi le changement. Lors des séances suivant les visites d'Isabelle, Enzo semblait plus impliqué. Il faisait davantage d'efforts pour accomplir les exercices, même si son corps ne répondait pas encore. C'était comme si quelque chose s'était éveillé en lui, non pas physiquement, mais émotionnellement. Rosanne ne disait rien, mais observait tout. Elle n'avait aucune formation médicale, mais elle connaissait les gens, et elle voyait bien que sa fille atteignait le garçon là où personne n'y était parvenu. Les jours passèrent, et ce qui n'était au départ que des visites improvisées devint une habitude. Isabelle se présenta désormais à la même heure chaque jour. Enzo l'attendait. Parfois elle frappait doucement à la porte, et il lui répondait. Parfois elle entrait simplement en souriant et agitait la main. Elle racontait sa journée, ce qu'elle avait mangé, les choses drôles vues dans le château. Elle lui apportait même de petits cadeaux, des autocollants, des figurines d'animaux ou des dessins faits pour lui. Enzo les gardait soigneusement sur une étagère près de son lit. Peu à peu, ses réactions devinrent plus franches. Un jour, il éclata de rire, surprenant tout le monde. Il l'appela par son prénom, posa des questions et réclama ses jeux préférés. Édouard, observant la scène à distance, ne pouvait nier l'évidence. Isabelle faisait désormais partie de la vie quotidienne d'Enzo. Non pas par la thérapie ou la science, mais par une amitié simple et constante. Elle ne le traitait pas comme un patient, mais comme un ami. Sans comprendre sa maladie, elle restait là, et sa présence changeait tout. Enzo, à son tour, devint plus attentif à elle. Entre eux naquit peu à peu une complicité naturelle et paisible. Leurs conversations se remplissaient de plaisanteries, de devinettes et de cette légèreté propre aux enfants. Isabelle ne lui parlait pas lentement ni avec précaution, comme le faisaient les adultes. Elle lui parlait simplement comme à un ami, et il appréciait cela. Chaque jour, elle inventait de nouveaux jeux à partager. Certains de leurs jeux consistaient à inventer des histoires, d'autres à résoudre des énigmes ou des puzzles. Parfois, Isabelle lui faisait deviner ce qu'elle cachait dans ses mains. Même si Enzo ne pouvait pas bouger les jambes, elle inventait souvent des activités qui impliquèrent du mouvement. Elle sautait sur un pied ou faisait rouler des balles vers lui en lui demandant de les arrêter avec ses mains. Rien n'avait l'air forcé. Elle s'amusait tout simplement en veillant à ce qu'Enzo fasse partie du jeu. Son énergie emplissait la pièce et y installait une atmosphère nouvelle, où l'on ne pensait plus à ses limites. Enzo, autrefois si calme et distrait, était désormais présent, impliqué. Il riait davantage, parlait davantage et attendait chaque jour avec impatience la prochaine visite d'Isabelle. Un après-midi, il jouait à un jeu où Isabelle devait décrire un animal et Enzo devinait lequel c'était. Étendue sur le sol à côté de son fauteuil, elle riait en donnant des indices absurdes. Puis, soudain, sans raison particulière, elle lui retira ses chaussettes en disant qu'elle allait dessiner un visage sur son pied avec ses doigts. Elle toucha son pied droit et remarqua aussitôt un léger sursaut. Ce n'était pas grand-chose, mais elle le vit. Intriguée, elle gratta doucement la plante du pied. Enzo bougea de nouveau, imperceptiblement mais clairement. Isabelle s'arrêta et leva les yeux vers lui. « Hé, tu es chatouilleux ?» demanda-t-elle. Enzo ne répondit pas tout de suite. Alors elle recommença, cette fois sur le pied gauche, même réaction. Cela la surprit. On avait toujours affirmé qu'Enzo ne sentait rien à partir de la taille, mais ce qu'elle venait d'observer contredisait tout cela. Elle n'en parla à personne, pas même à sa mère. Elle préféra garder ce secret et réfléchir à une manière de vérifier à nouveau. Au cours des jours suivants, Isabelle revint à leur jeu avec une mission secrète.
Elle continua à plaisanter et à raconter des histoires comme si de rien n'était. Mais elle intégra discrètement de petites expériences à leur routine. Un jour, elle apporta quelques feuilles lisses cueillies dans le jardin. Pendant qu'Enzo lisait, elle effleura doucement ses orteils avec une feuille. Sa jambe tressaillit. Une autre fois, durant leur thé imaginaire, elle demanda de l'eau tiède et en fit couler accidentellement sur sa jambe. Il sursauta. Ses mouvements restèrent faibles, imperceptibles pour un adulte, mais Isabelle, elle, observait attentivement. Elle veillait à ce que chaque test ait lieu quand personne ne regardait. Elle craignait qu'on ne la prenne pas au sérieux ou qu'on l'empêche de continuer. Elle ne comprenait pas encore comment fonctionnaient les nerfs et les muscles, mais elle savait que ce qu'elle voyait différait de tout ce que les médecins avaient cru. Chaque réaction la convainquait davantage. Quelque chose n'allait pas dans le diagnostic d'origine. Enzo, de son côté, sentit aussi qu'il se passait quelque chose. Il ne parla pas des petits tests, mais il perçut des sensations nouvelles. Avant, il ne prêtait aucune attention à ses jambes. Elles étaient simplement là, inertes. À présent, il ressentait parfois une chaleur diffuse, parfois un chatouillement ou un effleurement. C'était léger, flou, mais inédit. Pendant leur jeu, lorsqu'Isabelle effleurait ses pieds ou ses jambes, son corps réagissait, ses orteils se repliaient un peu, son genou bougeait légèrement. Ces gestes n'étaient pas spectaculaires, mais pour lui, ils comptaient. Il se mit à se concentrer davantage sur les sensations de ses jambes. Comme Isabelle, il garda le secret. C'était leur découverte commune, et il ne voulait pas qu'un adulte intervienne ou affirme que ce n'était qu'une illusion. Pour la première fois, quelque chose se produisait en dehors des thérapies et des bilans médicaux. Isabelle ne voyait pas ces découvertes comme quelque chose de grave ou de mystérieux. Pour elle, c'était un prolongement de leur jeu. Elle transformait ses tests en défis. Elle cachait de petits objets près de ses pieds et lui demandait de deviner de quel côté elle avait touché ou s'il avait senti quelque chose. Enzo commença à répondre avec plus d'assurance. Parfois il avait raison, parfois non. Mais son corps réagissait de plus en plus. Légers mouvements des orteils, contractions fines ou petits soubresauts du mollet. Personne d'autre ne remarquait ces signes, et Isabelle n'en parlait ni à sa mère ni au personnel. Elle craignait qu'on l'arrête. Dans son esprit, ils aidaient à leur manière. Pas avec des machines ni des traitements compliqués, mais avec de la patience et de l'attention. Chaque après-midi devenait une nouvelle occasion d'essayer quelque chose. Et les réactions d'Enzo représentaient une autre forme de progrès. Discrète, secrète, mais bien réelle. À la fin de la semaine, ce qui n'avait commencé que comme un simple jeu entre deux enfants était devenu quelque chose de bien plus profond. Isabelle en était désormais convaincue. L'état d'Enzo n'était peut-être pas celui que tout le monde croyait. Sans aucune formation médicale, elle continuait à observer, tester avec douceur et veiller sur lui avec une attention nouvelle. Chaque jour apportait un peu plus d'espoir. Isabelle n'en parlait pas encore aux adultes, pas tout de suite. Elle voulait être sûre. Enzo, de son côté, ressentait une excitation discrète. L'idée de pouvoir sentir quelque chose, même un peu, était nouvelle pour lui. Cela le rendait plus attentif, plus confiant. Isabelle fut la seule à remarquer ces changements, et elle ne le traita pas différemment. Elle conserva cette légèreté et cette gaieté qui la caractérisaient. Ses jeux restaient drôles, ses histoires pleines d'imagination, et ses petits tests se dissimulaient toujours dans leur rire. Enzo montrait désormais des réactions subtiles qu'aucun adulte n'avait jamais perçues, de légers réflexes, de fines contractions musculaires. Ce jour-là, c'était l'une des journées les plus chaudes de l'été. Le soleil cognait fort et l'air autour du château semblait étouffant. La plupart du personnel restait à l'intérieur, profitant de la climatisation. Mais Isabelle eut une autre idée.
Elle demanda si elle pouvait jouer avec Enzo près de la piscine intérieure. Après avoir obtenu l'autorisation et s'être assurée qu'un kinésithérapeute resterait à proximité, elle aida à faire rouler le fauteuil d'Enzo jusqu'au bord du bassin. L'eau était limpide, brillante, et ses reflets glissaient comme du verre. Isabelle s'assit au bord, trempa les pieds et s'amusa à éclabousser, parlant sans arrêt de la chance qu'ils auraient de pouvoir nager. Enzo restait silencieux, mais ses yeux fixaient l'eau. Isabelle remarqua à quel point il semblait captivé. Il suivait des yeux le mouvement de la lumière sur la surface. Alors, sans prévenir et sans mauvaise intention, elle se leva, passa derrière le fauteuil et le poussa doucement vers l'avant. Le fauteuil glissa et Enzo entra dans l'eau. Tout se déroula très vite. Rosanne cria au loin. Édouard accourut, paniqué. Tous s'attendaient au pire. Enzo, incapable de bouger ses jambes sur la terre ferme, risquait de couler ou de paniquer. Mais ce qui se produisit stupéfia tout le monde. Enzo flotta. Mieux encore, il bougea. Au début, c'était maladroit et lent. Ses bras battaient l'eau. Ses jambes remuaient faiblement, désordonnées, mais elles bougeaient. Il ne coula pas. Il ne se noya pas. Il n'eut pas peur. Au contraire, il semblait calme, presque à l'aise. Édouard resta pétrifié au bord du bassin, incapable de décider s'il devait sauter. Le kinésithérapeute, lui, se précipita dans l'eau et soutint le garçon avec douceur, veillant à sa sécurité. Le visage d'Enzo n'exprimait aucune peur, seulement la surprise, comme s'il découvrait soudain une part inconnue de son propre corps. La piscine devint silencieuse, hormis le clapotis léger de l'eau. Isabelle, les yeux écarquillés, ne mesurait pas vraiment la gravité de ce qu'elle venait de faire, mais sentait qu'un événement important venait de se produire. La tension retomba, remplacée par la stupeur et l'incrédulité. Pour la première fois, Enzo avait bougé les jambes devant témoins. Cette scène ne quitta plus l'esprit d'Édouard. Après qu'ils l'eurent sorti de l'eau, séché et rassuré, personne ne put penser à autre chose. Édouard demanda à la kinésithérapeute d'expliquer ce qu'ils avaient vu. Elle confirma que c'était réel. Enzo avait bougé de lui-même. Ce n'était ni un spasme, ni un simple réflexe. L'eau, en soutenant son poids, avait permis à ses muscles de répondre. Ce n'était pas un miracle, mais un signe majeur. Cette nuit-là, Édouard ne dormit pas. Dans son bureau, il visionna en boucle les images captées par les caméras de surveillance, revivant chaque seconde. Rosanne, bouleversée mais fascinée, ne put gronder Isabelle. Pas après ce résultat. Isabelle, quant à elle, ne cessa d'en parler. Pour elle, c'était simple. Il a bougé, je l'ai vu. Son enthousiasme enfantin agaça certains membres du personnel, mais elle s'en moquait. Elle avait eu raison de croire au corps d'Enzo. Le lendemain, Édouard demanda à l'équipe de préparer le bassin pour une séance encadrée. Cette fois, tout fut organisé avec rigueur. Un kinésithérapeute entra le premier, puis Enzo équipé de ceintures flottantes et de supports adaptés. Isabelle, excitée mais silencieuse comme on le lui avait demandé, observa attentivement. Dès que le corps d'Enzo entra dans l'eau, les mouvements recommencèrent, ses pieds remuaient légèrement, ses genoux se pliaient un peu. Le thérapeute le guida avec précaution, le laissant tenter de flotter sur le dos. Sa respiration resta calme, concentrée. Les mêmes gestes apparurent, lents, faibles, mais intentionnels. Il éclaboussait, tournait un peu et donnait des coups de jambes visibles. L'équipe prit des notes, observa attentivement et l'encouragea sans le brusquer. Ce n'était plus une séance de rééducation, c'était une découverte. Enzo voyait de ses propres yeux que les parties de son corps, autrefois silencieuses, pouvaient à présent répondre. Cela lui donna un sentiment de contrôle
qu'il n'avait jamais connu sur la terre ferme. Après cette séance, Isabelle ne cessa de demander quand aurait lieu la suivante. Elle n'oubliait pas la façon dont Enzo avait semblé dans la piscine, libre, détendu, vivant d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Édouard, prudent mais plein d'espoir, accepta de poursuivre les séances sous stricte surveillance. Bientôt, la balnéothérapie devint une partie intégrante du programme quotidien d'Enzo. Les kinésithérapeutes réorganisèrent la routine pour privilégier les mouvements dans l'eau. Les progrès n'étaient pas rapides, mais constants. Enzo montrait plus d'activité dans la piscine que dans n'importe quelle autre thérapie. Ses muscles répondaient mieux. Ses pieds bougeaient, s'étiraient, ses genoux se pliaient plus nettement. Il ne pouvait pas encore supporter son poids ni se tenir debout, mais l'eau lui offrait autre chose. Le mouvement, un espace où il pouvait entraîner son corps sans subir la pression de la gravité. Pour la première fois, la rééducation ne lui paraissait plus comme un travail pénible, mais comme une aventure. Chaque séance devenait une promesse, un défi qui l'attendait avec impatience. Le personnel s'impliqua davantage. Les kinés étudièrent la balnéothérapie en profondeur et ajustèrent leurs techniques selon les réactions d'Enzo. Édouard investit dans de nouveaux équipements, ceintures flottantes, caméras sous-marines, outils de résistance aquatique pour renforcer les muscles. Rosanne, encore émue par la façon dont tout cela avait commencé, restait discrète pendant les séances, mais ses yeux brillaient d'émotion. Elle savait que sa fille avait agi par impulsion, mais elle ne pouvait nier le résultat. Isabelle, elle, continua à jouer un rôle essentiel. Elle encourageait, donnait des idées et parfois entrait dans l'eau pour flotter à côté d'Enzo. Leur lien se renforçait. Ce qui avait commencé avec des histoires et des jouets se transformait désormais en une véritable percée. Enzo lui faisait plus confiance qu'à quiconque. C'était elle, la première, qui avait vu quelque chose de différent et qui, littéralement, l'avait poussé vers la découverte. Le château, autrefois silencieux et monotone, retrouvait une énergie nouvelle, celle du progrès. Dans les jours qui suivirent, le rituel autour de la piscine devint le centre de la vie d'Enzo. Chaque matin, on préparait la séance. Édouard vérifiait personnellement la température de l'eau. Les kinés relisèrent leurs notes, puis on descendait doucement Enzo dans le bassin. À chaque fois, il paraissait plus à l'aise. Il apprenait à flotter sans soutien complet. Ses jambes, encore faibles, réagissaient mieux. Ses genoux se pliaient davantage. Ses orteils s'écartaient légèrement. Ses progrès étaient minimes, mais bien réels. Les médecins, prudents et professionnels, ne modifièrent pas encore le diagnostic, mais ils durent admettre que ce qu'ils observaient ne pouvait plus être ignoré. Enzo montrait des signes de mobilité qui n'existaient pas auparavant, et tout cela avait commencé parce qu'Isabelle avait remarqué une chose simple, son regard fasciné par les reflets de l'eau. Sans réfléchir, portée par sa curiosité d'enfant, elle avait poussé son fauteuil dans la piscine. Un geste jadis perçu comme dangereux, devenu aujourd'hui une révélation. Enzo bougeait à présent les pieds et les genoux dans l'eau. Devant ces améliorations, Édouard décida d'intégrer officiellement la balnéothérapie au protocole de soins. Les résultats, bien que modestes, étaient tangibles. Pour la première fois, Enzo répondait à un traitement avec un progrès physique mesurable. Il convoqua l'équipe et déclara que les séances aquatiques feraient désormais partie du quotidien. On acheta du matériel spécialisé et un kiné fut affecté à plein temps pour superviser les exercices. Enzo semblait plus enthousiaste durant ces activités que dans tout autre traitement. Il souriait davantage, posait des questions sur la séance suivante. Isabelle continuait de participer. En maillot de bain, elle le rejoignait chaque fois qu'on le lui permettait. Pour elle, ces moments n'étaient les pas de la thérapie, mais des jeux. La piscine devenait une mer magique, ou un monde sous-marin à explorer.
Cette approche détendait Enzo, qui ne voyait plus cela comme une contrainte, et cette différence changeait tout. Ses mouvements dans l'eau gagnaient en fluidité. Il ne nageait pas encore, mais il participait pleinement, et tout le monde pouvait le voir. Pendant ce temps, Rosanne poursuivait son travail dans la maison, presque invisible aux yeux des autres employés. Ses tâches consistaient à nettoyer différentes parties du château, notamment l'aile médicale où se trouvaient les équipements et les chambres d'Enzo. Un après-midi, alors qu'elle frottait les carreaux d'une salle de bain, elle s'arrêta un instant et ouvrit une fenêtre. L'odeur forte du désinfectant emplit la petite pièce et fit tousser Rosanne. En frottant les carreaux, elle marmonna pour elle-même « Ce produit me donne toujours mal à la tête ». Par hasard, Isabelle passa dans le couloir et l'entendit. « Moi aussi », dit-elle. « À chaque fois qu'il vaporise ce liquide bleu, j'ai mal à la tête. » Rosanne s'arrêta, surprise, puis jeta un œil au flacon. Elle n'y avait jamais prêté vraiment attention. La marque lui était inconnue, et la liste d'ingrédients affichait une série de noms chimiques qu'elle ne comprenait pas tous. Mais un mot retint son regard. Neuroalxine. Intriguée, elle prit une photo de l'étiquette avec son téléphone sans rien dire à sa fille. Quelque chose sonnait faux. Le soir venu, assise dans sa petite chambre de service, Rosanne fit des recherches sur Internet. En quelques minutes, elle découvrit des informations inquiétantes. La neuroalxine était un composé utilisé dans certains désinfectants hospitaliers. Plusieurs articles expliquaient qu'il avait été interdit dans plusieurs pays européens, jugé dangereux pour le système nerveux des enfants. On l'associait à des troubles du développement, des pertes de contrôle musculaire et à des atteintes neurologiques chroniques. Rosanne ne saisissait pas tous les termes médicaux, mais elle comprit assez pour se sentir mal à l'aise. Elle pensa aussitôt à Enzo. Ce produit était utilisé chaque jour dans sa chambre, sur le sol, sur les appareils, et même dans les conduits d'aération, dans le cadre du nettoyage. Elle ne tira pas de conclusion hâtive, mais l'information resta gravée dans son esprit. Discrètement, elle prit le flacon à moitié plein et le cacha dans un placard de sa chambre. Personne ne remarqua rien. Elle ne savait pas encore quoi faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cela. Isabelle, curieuse comme toujours, repensa aux paroles de sa mère. Elle connaissait bien ce flacon bleu. Elle en avait souvent senti l'odeur, surtout en passant devant la chambre d'Enzo. C'était cette odeur âcre et piquante qui lui donnait mal à la tête quand elle restait trop longtemps. Peu à peu, elle fit le lien. Chaque fois qu'elle rendait visite à Enzo, la chambre venait d'être nettoyée avec ce produit. Et d'après ce qu'elle avait entendu dire par un employé, le désinfectant servait aussi à nettoyer les systèmes de ventilation, ce qui signifiait que l'air lui-même en contenait. Elle se souvint des jours où Enzo paraissait épuisé, même après s'être reposé ou lorsqu'il avait du mal à se concentrer. Isabelle ne comprenait pas la science, mais elle savait ce qu'elle avait vu. Enzo avait changé depuis qu'il passait plus de temps à la piscine, loin de cette pièce. Son corps répondait mieux, comme si quelque chose en lui s'était enfin libéré. Le lendemain, Isabelle retourna près de la salle de bain où sa mère avait travaillé. Elle attendit que le couloir soit vide, ouvrit le placard de ménage et chercha les produits. Elle trouva 2 autres flacons identiques. En lisant les étiquettes, elle vit le même mot, neuroalxine. Elle ne savait pas encore quoi faire, mais son instinct lui disait que ce produit faisait partie du problème. La chambre d'Enzo était nettoyée tous les jours, les aérations diffusant cette odeur partout. Et si ce produit l'avait empoisonné depuis le début? Isabelle savait qu'elle ne pouvait pas en parler à n'importe qui. On risquait de se moquer d'elle ou de la gronder. Elle décida donc d'observer, comme elle l'avait fait pour le corps d'Enzo. Elle allait noter qui nettoyait quand on vaporisait le produit et comment Enzo réagissait après.
Elle était convaincue qu'une vérité importante se cachait là, sous leurs yeux. Dans les jours qui suivirent, Rosanne demeura silencieuse mais vigilante. Elle posa de petites questions à ses collègues du service d'entretien, feignant la curiosité. « Comment gérez-vous les nettoyages profonds ?» On lui répondit que ce désinfectant bleu était utilisé depuis des années au château, recommandé à l'époque par l'ancienne infirmière en chef, car très efficace pour les zones avec du matériel médical. Rosanne acquiesça sans rien dire. Le soir, elle poursuivit ses recherches. Chaque nouvel article qu'elle lisait accentuait son inquiétude. Pendant ce temps, Isabelle restait proche d'Enzo, mais observait tout. Le moment où la ventilation se mettait en marche, l'arrivée de l'odeur chimique, les changements dans le comportement d'Enzo. Certains jours, il perdait rapidement de l'énergie. D'autres, quand les fenêtres restaient ouvertes et que le produit n'avait pas été utilisé, il semblait plus éveillé, plus concentré. Isabelle ne disait toujours rien, mais son esprit travaillait vite. Elle assemblait les pièces du puzzle. Ce désinfectant, présent partout dans ses chambres et même dans l'air qu'il respirait, ne pouvait plus être anodin. Rosanne n'attendit pas longtemps avant de prendre une décision. Depuis plusieurs jours, elle gardait le flacon caché dans sa chambre, se demandant quoi faire. Mais après avoir lu davantage d'articles sur cette substance et réalisé combien de temps Enzo respirait cet air chaque jour, elle sut qu'elle devait en parler. Elle attendit le bon moment et s'approcha d'Édouard un matin alors qu'il examinait des dossiers dans son bureau. Elle entra doucement, le flacon bleu à la main. Au début, Édouard parut surpris. Il ne comprenait pas pourquoi une employée venait lui présenter un produit d'entretien. Mais dès que Rosanne commença à expliquer ce qu'elle avait découvert, son attention se concentra aussitôt. Elle parla du mot « neuroalxine », de son interdiction dans plusieurs pays européens et de ses effets nocifs sur le système nerveux, surtout chez les enfants. Le visage d'Édouard se figea. Il prit le flacon, lut l'étiquette attentivement sans dire un mot. Son silence en disait long. Sans perdre une seconde, il décrocha le téléphone et appela un spécialiste qu'il connaissait bien, un toxicologue agréé par l'ARS, avec qui il avait déjà collaboré. Une consultation d'urgence fut organisée pour le même après-midi. Le toxicologue arriva rapidement, porteur de sa mallette et d'un air grave. Édouard lui remit le produit, ainsi que les registres de nettoyage du château. L'expert observa l'étiquette, puis posa une série de questions précises. Où et à quelle fréquence le désinfectant avait-il été utilisé? Édouard expliqua que le spray servait chaque jour dans la chambre d'Enzo, dans l'aile médicale et même dans le système de ventilation. La réponse du toxicologue fut immédiate et sans détour. Une exposition prolongée à la neuroalxine pouvait altérer le développement neuromoteur, surtout chez les enfants dont le système nerveux était encore en formation. Il ajouta que les symptômes pouvaient imiter des troubles musculaires ou neurologiques, rendant le diagnostic extrêmement difficile. Édouard s'assit, abasourdi. Pendant toutes ces années, des dizaines de médecins avaient examiné Enzo, réalisé des bilans, sans jamais trouver la cause. Et voilà qu'il était possible que l'environnement lui-même, un simple désinfectant, l'empoisonnât lentement, jour après jour. Il demanda aussitôt au toxicologue de rédiger un rapport complet. Cette découverte changeait tout. Dès le départ de l'expert, Édouard convoqua l'ensemble du personnel pour une réunion dans le grand hall. Tous furent rassemblés. Rosanne se tenait discrètement au fond, tenant la main d'Isabelle. L'atmosphère était tendue. Personne ne comprenait ce qui allait se dire. Édouard entra, le flacon bleu dans une main, le rapport du toxicologue dans l'autre. Sa voix resta calme, mais ferme. Il expliqua qu'un produit interdit avait été utilisé régulièrement dans la maison et qu'il pouvait être responsable de l'aggravation, voire de la cause, de la paralysie d'Enzo. Un silence lourd tomba sur la salle. Puis Édouard posa une seule question.
Qui est responsable de l'utilisation de ce produit? Les employés échangèrent des regards confus. Certains agents d'entretien dirent qu'ils se contentaient d'utiliser ce qu'on leur fournissait. Mais bientôt, quelqu'un fit remarquer que ce flacon n'apparaissait pas sur la liste des produits officiels et qu'il était stocké à part. Tous les regards se tournèrent lentement vers Claudine, l'infirmière en chef, présente au domaine depuis la naissance d'Enzo. Claudine pâlit, mais ne nia pas. Elle fit un pas en avant et admit que c'était elle qui avait introduit et utilisé le produit. Édouard lui demanda pourquoi. D'abord, elle répondit calmement. Des années plus tôt, lorsque le petit Enzo était encore un nourrisson, elle avait lu une étude reliant la mauvaise qualité de l'air intérieur à certaines maladies infantiles. Convaincue qu'il fallait maintenir un environnement d'une pureté irréprochable, elle avait commencé à vaporiser la neuroalxine dans la chambre et les conduits d'aération. Quand les médecins s'étaient de succéder sans trouver de cause, elle s'était persuadée que l'air était responsable. Édouard l'interrompit. Pourquoi n'avoir jamais demandé d'autorisation? Pourquoi ne pas avoir parlé des risques? La voix de Claudine trembla légèrement. Elle baissa les yeux avant d'avouer qu'elle avait peur. Peur qu'un changement dans les habitudes ne révèle son erreur. Peur que, si Enzo guérissait ou si les protocoles évoluaient, sa place au château ne disparaisse. Elle avait consacré toute sa vie à ce poste, à cette maison. En gardant le contrôle sur tout, Claudine s'était assurée de rester indispensable. Mais à mesure qu'elle parlait, il devenait évident que ses actes, même s'ils avaient été motivés par une forme d'inquiétude sincère, étaient totalement injustifiables. Elle avait continué à exposer Enzo à une substance désormais reconnue comme dangereuse, sans jamais en informer les médecins ni demander l'autorisation d'Édouard. Convaincue d'agir pour le bien de l'enfant, elle s'était laissée aveugler par sa propre certitude. Et la vérité, c'est qu'elle avait empiré la situation. Édouard resta immobile un long moment, les poings serrés. Son fils avait souffert pendant des années, et voilà qu'il découvrait que l'une des personnes en qui il avait le plus confiance pouvait avoir contribué à cette souffrance. Quand il prit enfin la parole, sa voix fut ferme et retentissante. « Ce que vous avez fait est inacceptable. Vous avez trahi notre confiance, ignoré les avis médicaux et mis en danger la santé d'un enfant. Il n'y a aucune excuse. » Puis, sans hésiter, il prononça la phrase que tous redoutaient. « Claudine, vous quittez la maison aujourd'hui. Votre fonction est terminée. » Le silence tomba dans le grand hall. Claudine baissa la tête et sortit sans un mot, son pas résonnant faiblement sur le sol de marbre. Dès qu'elle eut franchi la porte, l'atmosphère du château changea du tout au tout. Édouard ordonna une inspection complète de tous les produits d'entretien, la mise à l'arrêt du système de ventilation et un nettoyage intégral, supervisé par le toxicologue. Plus aucun produit ne serait désormais utilisé sans validation officielle. Il contacta également plusieurs médecins pour les informer de la découverte et demanda une réévaluation complète du cas d'Enzo. Le rapport du toxicologue fut transmis et des prélèvements sanguins et tissulaires furent programmés pour vérifier l'exposition à la neuroalxine. Édouard ne perdit pas une minute. Chaque heure semblait précieuse. Rosanne et Isabelle restaient discrètes pendant cette période, mais il n'oublia pas que c'était grâce à leur vigilance, un simple mot d'enfant, une observation de mère, que la vérité avait été découverte. Pendant ce temps, Enzo poursuivait la balnéothérapie, mais une nouvelle forme d'espoir planait désormais sur la maison. Édouard venait d'accomplir une étape décisive de sa mission. Éliminer ce qui, à son insu, empoisonnait la vie de son fils. Une fois la substance supprimée, le château tout entier fut décontaminé de fond en comble. Les filtres à air furent changés, les conduits démontés et désinfectés, chaque pièce traitée pour éliminer la moindre trace chimique.
Le toxicologue supervisa personnellement chaque étape et, après inspection finale, confirma que l'air de la maison était désormais sain. Avec cet environnement purifié, Édouard mit en place un nouveau programme de rééducation neuromotrice. Il fit venir une équipe de kinésithérapeutes spécialisés dans la réhabilitation intensive, venus de Lyon et de Paris. Les séances devinrent plus ambitieuses. Il ne s'agissait plus de simples mouvements passifs, mais de véritables entraînements progressifs. Les spécialistes restèrent prudents, mais optimistes. Les derniers examens révélaient enfin une activité nerveuse motrice, faible mais réelle, un signal que le corps d'Enzo commençait à se réveiller. Les séances débutaient tôt le matin. Enzo était installé sur un tapis rembourré pendant qu'un kiné guidait ses jambes dans des mouvements lents et contrôlés. On stimulait ses réflexes, on tapotait ses genoux, on étirait ses pieds, on testait la réaction au toucher. Là où autrefois il restait silencieux et fatigué, il montrait maintenant de l'énergie et de la concentration. Par moments, il serrait les poings ou tentait de lever légèrement le pied à la demande. Les thérapeutes le remarquaient, Édouard aussi. Quelque chose avait changé. Les tests menés à la fin de la première semaine confirmèrent une activité neuromotrice accrue. Les signaux restaient faibles et irréguliers, mais ils existaient. Peu à peu, Enzo parvint à supporter une partie de son poids avec assistance. Debout, tenant les barres parallèles, il s'exerçait chaque jour, soutenu par 2 kinés. C'était devenu un rituel. Et, fidèle à elle-même, Isabelle était là à chaque séance. Elle ne se contentait pas de regarder, elle transformait les exercices en jeu. Si Enzo devait se pencher, elle plaçait un jouet à attraper devant lui. S'il devait garder l'équilibre, elle disposait des coussins autour et inventait des défis. Son imagination devint un outil thérapeutique à part entière. Elle utilisa des bâtons en mousse, des cônes colorés, des parcours improvisés. Elle appela cela l'entraînement de super-héros, expliquant à Enzo qu'il devait se préparer à sauver le monde. Parfois, Isabelle mettait une petite cape pour rendre les séances plus amusantes. Enzo, riant et concentré, jouait le jeu. Ces moments l'aidaient à rester motivé. Les exercices ne ressemblaient plus à un effort imposé. Ils devenaient un jeu, une mission. Peu à peu, il ne se contenta plus d'exécuter les consignes. Il commença à tenter des mouvements de lui-même. Un jour, pendant un exercice d'équilibre, il avança le pied droit sans aucune aide. Ce geste, minuscule mais volontaire, figea toute la pièce. Isabelle applaudit en criant « Il l'a fait !» Les kinésithérapeutes notèrent aussitôt l'événement. Édouard, ému, sentit ses yeux se remplir de larmes. Et même Rosanne, debout dans l'embrasure de la porte, esquissa un sourire plein de fierté. Ce fut un vrai moment de victoire. Les progrès d'Enzo continuèrent, pas à pas. Ses gestes gagnaient en clarté. Ses réponses devenaient plus rapides. Chaque jour, il allait un peu plus loin. Les muscles autrefois silencieux semblaient s'éveiller enfin. L'impossible commençait doucement à devenir possible. Voyant jusqu'où son fils était arrivé, Édouard décida de transformer la maison une fois encore. L'ancien bureau, autrefois destiné aux réunions, fut complètement vidé. Sous ses directives, des artisans le transformèrent en salle de rééducation à domicile. On y installa tout le matériel nécessaire. Barres parallèles pour la marche, miroirs muraux pour le contrôle de la posture, tapis d'étirement et divers outils d'équilibre, ballons souples, plateformes et stepboard. Mais Édouard alla plus loin. Il voulait que cet endroit ne soit pas seulement fonctionnel, mais aussi chaleureux. Il ajouta des tapis colorés, des étagères remplies de jouets, et fit installer une petite enceinte Bluetooth pour diffuser de la musique pendant les séances. La pièce devint un mélange d'espace thérapeutique et d'air de jeu. Isabelle adorait ce nouveau lieu. Elle participa à la décoration,
proposa l'emplacement des objets, rangea les jouets par couleur. Enzo, lui, en fut fier. C'était sa salle, son territoire. Un endroit où il ne subissait plus les traitements, mais apprenait à bouger. La maison, jadis silencieuse comme une clinique privée, vibrait désormais des bruits d'efforts, de rires et d'encouragement. Rosanne prit aussi un nouveau rôle. Inspirée par cette énergie nouvelle, elle entreprit de réorganiser tout le château. Elle ouvrit les rideaux longtemps fermés, déplaça des meubles pour dégager des passages, créa des couloirs accessibles aux fauteuils et à la marche assistée. Elle plaça de petites plantes vertes dans les couloirs et les pièces principales pour apporter de la couleur et de la vie. L'air paraissait différent, plus clair, plus léger. Avec Claudine partie et de nouvelles habitudes instaurées, le château ne respirait plus la tension et la froideur, mais la vie. Rosanne adapta aussi les horaires quotidiens. Les repas et les pauses furent alignés sur le rythme des thérapies. Elle préparait des encas nutritifs et des boissons recommandées par les kinés pour soutenir la récupération d'Enzo. Chaque petit détail semblait désormais orienté vers son mieux-être. Rosanne n'était plus simplement une employée de maison. Elle faisait partie intégrante de l'équipe de rééducation. L'atmosphère de la demeure changea complètement. Ce n'était plus un lieu où l'on vivait en silence, mais un lieu où l'on guérissait. Chaque recoin vibrait de petits changements constants, tous tournés vers un même but, pousser Enzo à progresser, et son corps suivait. Il répondait avec une vivacité nouvelle. Il réagissait plus vite aux commandes vocales, contrôlait mieux le mouvement de ses pieds. Parfois, il se tenait debout, avec l'aide d'une seule personne. La différence sautait aux yeux. Ses bras s'étaient renforcés. Son tronc se stabilisait. Il pouvait rester assis, sans tomber sur le côté, et même tourner légèrement le buste. Des prouesses autrefois inimaginables. Isabelle célébrait chaque étape. Elle dessinait des images d'Enzo marchant, fabriquait de faux diplômes à lui remettre après une bonne séance, l'encourageait comme un petit entraîneur. Son enthousiasme était contagieux. Toute la maison en bénéficiait. Édouard observait tout cela avec une émotion croissante. Le garçon qu'il avait autrefois porté d'une pièce à l'autre avançait désormais seul, centimètre après centimètre. Les kinésithérapeutes eux-mêmes commençaient à y croire. Avec du temps, Enzo pourrait peut-être marcher avec soutien. Nul ne le savait encore, mais ce qui paraissait irréalisable prenait maintenant forme sous leurs yeux. Les changements dans le corps d'Enzo devinrent plus nets de semaine en semaine. Sans la neuroalxine dans l'air, avec des séances quotidiennes mêlant exercice, jeu et motivation, son organisme réagissait d'une manière que personne n'aurait osé espérer. Un matin, pendant une séance au bar de Parallèle, le kiné lui donna une simple consigne. « Penche-toi légèrement vers l'avant et essaie de lever le pied. » Tout le monde s'attendait à un petit mouvement, un orteil qui tremble, un genou qui bouge à peine. Mais ce qui arriva dépassa toutes les attentes. Enzo leva sa jambe droite, l'avança et la reposa au sol. Soutenu par 2 kinésithérapeutes, Enzo avança l'autre pied. Ce n'était ni rapide, ni équilibré, mais c'était des pas, de vrais pas. Édouard, debout à proximité, filmait la séance comme à son habitude. Ses mains tremblaient. Il ne dit rien. Il ne le pouvait pas. Ses yeux s'embuèrent, son cœur battait fort. Pendant tant d'années, marcher n'avait été qu'un rêve, un mot douloureux à prononcer. Et maintenant, cela se produisait, là, sous ses yeux. Cette nuit-là, Édouard regarda la vidéo encore et encore, incapable de détourner le regard de ce miracle tangible. La nouvelle des premiers pas assistés d'Enzo se répandit rapidement. Il contacta plusieurs des médecins qui avaient suivi le cas autrefois, ceux qui, découragés, avaient fini par conclure à une paralysie définitive. Cette fois, les preuves étaient là.
Des analyses, des enregistrements, des réponses nerveuses, des mouvements contrôlés. Beaucoup revinrent, non plus par curiosité, mais avec espoir. Ils examinèrent les nouveaux scanners, étudièrent les notes de rééducation et observèrent Enzo pendant les séances. Tous tombèrent d'accord sur un point. Le progrès était réel. Pour la première fois, le cas d'Enzo avait une direction. Nul ne pouvait dire jusqu'où il irait, mais son évolution n'était ni passagère, ni accidentelle. Elle était régulière, visible, encourageante. Porté par cette énergie nouvelle, Édouard décida d'étendre le programme de thérapie. Il engagea davantage de spécialistes, modernisa le matériel et introduisit de nouvelles formes d'entraînement. Certains jours consacrés au renforcement des jambes, d'autres à la coordination et à l'équilibre. Chaque jour, Enzo se dépassait un peu plus. Sa motivation venait de plusieurs sources, mais la plus forte restait Isabelle. Elle avait toujours su transformer les efforts en jeu, et cette nouvelle étape n'y fit pas exception. Dès qu'Enzo commença à marcher avec assistance, elle inventa une centaine d'idées. Elle empila des coussins pour créer des circuits à franchir, traça au sol des lignes et des flèches à la craie colorée, transformant la salle de rééducation en labyrinthe enchanté. Enzo riait de sa créativité. Ils imaginaient que le sol était de la lave ou que chaque pas les rapprochait d'un trésor caché. Ces jeux ne remplacèrent pas la kinésithérapie, mais ils lui donnaient un autre visage. Marcher n'était plus douloureux ni difficile. C'était amusant. C'était leur aventure commune. Ils passaient des heures dans la nouvelle salle, parfois encadrés, parfois simplement à jouer. Et chaque jour, Enzo gagnait en assurance. Il restait debout plus longtemps, ses jambes tremblaient moins. Avec un déambulateur, il réussissait à parcourir de petites distances sans être direct. L'équilibre était encore fragile, mais il marchait réellement. Jour après jour, pas après pas, il avançait seul. Édouard observait tout cela avec une admiration grandissante. Son fils, autrefois immobile, était désormais mobile. Ce n'était ni un miracle, ni une soudaine transformation. C'était le fruit du travail, de la constance et de l'amour. Une maison entière, unie autour d'un enfant. Face à ce succès, une idée commença à germer dans son esprit. Et si Enzo n'était pas le seul? Combien d'autres enfants, ailleurs en France, souffraient de troubles neuromoteurs sans accès à des soins adaptés? Cette question devint une évidence. Édouard prit une décision. Il utiliserait une partie du domaine pour construire une aile médicale dédiée aux enfants atteints de pathologies neuromotrices. Le projet prit forme rapidement. L'aile comprendrait des salles de kinésithérapie, une piscine thérapeutique, des chambres pour les jeunes patients en long séjour, et même un jardin extérieur pour les exercices en plein air. Édouard fit appel à des architectes lyonnais et à des médecins de l'hôpital Necker pour concevoir l'ensemble. Il ne voulait pas attendre. Il voulait offrir à d'autres familles la même chance, la même lueur d'espoir. Ce qui avait commencé comme un combat personnel devenait une mission humanitaire. Pendant les travaux, le château se transforma en ruche d'activité. Des ouvriers circulaient, du matériel arrivait, de nouveaux employés étaient formés. Pourtant, malgré toute cette agitation, le lieu ne perdit jamais son harmonie. Il vibrait d'une vie nouvelle. Enzo poursuivait ses séances quotidiennes sans interruption. Il s'adapta parfaitement au déambulateur et apprit à se déplacer seul dans certaines parties de la maison. Les journées n'étaient pas toujours faciles, mais le progrès dominait. Enzo ne se contentait plus de marcher. Il participait à la vie. Il jouait, aidait à ranger les nouveaux équipements de la future aile et assistait parfois les kinés pour les échauffements, pour le simple plaisir d'en rire avec eux. Isabelle, toujours à ses côtés, transformait les moindres tâches en missions imaginaires. Rosanne, elle, continuait d'organiser la maison avec la même douceur contagieuse.
veillant à ce que chaque pièce respire la sérénité. Tout le monde contribuait à la métamorphose du lieu. Les pièces autrefois froides et silencieuses résonnaient désormais de voix, de rires, de pas et d'espoir. Il n'y avait plus de silence. Plus de peur d'essayer, seulement la vie, pleine, vibrante, partagée. Le manoir était devenu un centre de vie. Il n'était plus seulement un lieu de soins, mais un lieu d'épanouissement. Ce qui autrefois n'était qu'une demeure silencieuse, tendue par les contraintes médicales, vibrait désormais de sons, d'énergie et de sens. Les enfants qui arrivaient dans la nouvelle aile étaient accueillis par des couleurs vives, du personnel souriant, et par un garçon qui, peu de temps auparavant, ne pouvait pas marcher, mais qui les recevait aujourd'hui, debout, appuyé sur son déambulateur, un large sourire aux lèvres. Enzo était devenu un symbole du possible. Il continuait de repousser ses limites, mais il n'était plus seul. D'autres enfants rejoignaient ses séances et de nouvelles amitiés naissaient entre eux. Souvent, Édouard observait à distance, ému par la transformation de sa maison. Ce n'était plus un manoir, c'était quelque chose de plus grand. Un refuge d'espoir pour les enfants et leurs familles, un lieu où renaissait ce qu'ils croyaient jadis perdu. Il continuait de tout documenter, voulant bâtir un témoignage qui, un jour, pourrait aider d'autres parents. Ce qui avait commencé comme le combat d'un père pour un seul enfant était devenu une mission pour beaucoup. Isabelle, infatigable, trouvait toujours de nouvelles façons de rendre la rééducation ludique. Rosanne maintenait la chaleur du foyer, veillant à ce que chaque détail reste accueillant. Et Enzo, autrefois immobile, marchait désormais avec assurance, soutenu mais stable. Le manoir n'était plus un lieu de silence et de surveillance, mais un espace de mouvement, de guérison et de joie. Les mois passèrent depuis ce premier pas hésitant. À présent, Enzo pouvait marcher sur de courtes distances entièrement seul. Il utilisait encore son déambulateur ou les barres d'appui pour les trajets plus longs. Mais dans le grand salon, ou la salle de rééducation, il marchait librement. Ses pas étaient fermes. Son équilibre s'améliorait chaque jour. Les thérapeutes suivaient attentivement ses progrès, ajustant les exercices et fixant de nouveaux objectifs. Enzo se présentait chaque matin avec une détermination sans faille, prêt à donner le meilleur de lui-même. Isabelle restait sa complice en tout. Elle avait transformé le processus de guérison en un monde de jeu et de rire. Même maintenant que les séances devenaient plus techniques, elle ne cessa jamais de le traiter d'abord comme un ami. Elle dessinait encore des labyrinthes au sol, inventait des rythmes de tapement de pieds et célébrait chaque progrès avec des applaudissements et des sourires. La maison, jadis tournée uniquement vers les soins, bouillonnait d'une nouvelle routine pleine de vie. La transformation d'Enzo avait changé tout le monde. Et bientôt, ce qui se passait à l'intérieur du manoir allait dépasser ses murs. Peu à peu, la nouvelle de la guérison d'Enzo commença à se répandre. Un journaliste local, dont la fille avait été suivie par l'un des kinésithérapeutes de la maison, vint assister à une séance de marche. Son article, publié dans un hebdomadaire régional, fit sensation. En quelques jours, l'histoire attira l'attention des médias nationaux. Des reporters contactèrent Édouard pour obtenir des interviews et des autorisations de tournage. D'abord, il refusa. Il avait passé des années à protéger son fils du regard public. Mais après en avoir discuté avec les thérapeutes et mûrement réfléchi à l'impact positif que leur témoignage pourrait avoir, il accepta, à une seule condition. Toute la vérité devait être dite. Une conférence de presse fut organisée dans les jardins du domaine. Le jour venu, les caméras furent installées devant une petite estrade ornée de fleurs blanches. Les chaises alignées accueillaient médecins, journalistes, élus locaux et quelques familles d'enfants souffrant de troubles similaires. Édouard monta sur scène, un dossier à la main. Il paraissait calme,
mais ses yeux trahissaient une profonde émotion. Ce moment était pour lui bien plus qu'un discours. C'était une délivrance. Il commença par retracer l'histoire d'Enzo. Sa naissance, le diagnostic, les années d'essais infructueux. Il parla des médecins, des thérapies, des échecs. Puis il raconta le tournant décisif, la découverte du produit de nettoyage, et comment son élimination avait conduit à la reprise des mouvements. Il ne cacha rien. Il nomma la substance, la neuroalxine, et expliqua ses effets neurotoxiques, reconnaissant qu'elle avait été utilisée par une personne en qui il avait placé toute sa confiance. Il parla de Claudine, l'infirmière, sans haine, mais avec lucidité. Ses intentions n'étaient peut-être pas mauvaises, dit-il, mais ses actes avaient causé de réels dégâts. Sa voix resta calme, mais chaque mot pesait lourd. Puis, après un silence, Édouard leva les yeux vers le public et appela 2 personnes à le rejoindre, Rosanne et Isabelle. Elles s'avancèrent timidement sous les flashs et les regards curieux. Édouard prit la main d'Isabelle et déclara « Cette petite fille a sauvé mon fils, pas avec la médecine, pas avec la science, mais avec son cœur. » Le public resta silencieux. Il poursuivit. Alors que les experts avaient abandonné, c'est la curiosité et la bonté d'un enfant qui ont révélé ce que personne d'autre n'avait vu. À cet instant, dans les jardins du domaine baigné de lumière, le destin d'Enzo devint celui de beaucoup d'autres. Édouard remit à Isabelle une petite médaille gravée spécialement pour elle. Ce n'était ni de l'or, ni un bijou précieux, mais un symbole. Son prénom y figurait, accompagné d'une simple phrase. Pour son courage, sa bienveillance et son esprit de jeu. Isabelle la contempla, un sourire timide aux lèvres. Lorsqu'un journaliste lui demanda ce qu'elle ressentait, elle répondit simplement « Je voulais juste jouer avec lui ». Sa réponse, brève et sincère, toucha tout le monde. Sa spontanéité bouleversa la salle. Beaucoup essuyèrent discrètement une larme. La conférence fut enregistrée, diffusée sur les chaînes nationales et relayée sur Internet. En quelques jours, l'histoire d'Enzo fit la une de toute la France. Les journaux, les sites d'information et les émissions de télévision racontèrent la rééducation miraculeuse du garçon, la découverte du produit toxique et le rôle d'une petite fille qui, par son innocence, avait changé un destin. La réaction du public fut immédiate. Des milliers de familles se reconnurent dans cette histoire. Dans tout le pays, les directeurs d'hôpitaux et les agences sanitaires commencèrent à poser des questions sur les produits utilisés dans les environnements sensibles. Des enquêtes officielles furent ouvertes. Les comités d'hygiène hospitaliers révisèrent leurs protocoles, notamment dans les services pédiatriques. La neuroalxine, encore présente dans certains établissements, fut interdite et retirée de nombreux hôpitaux. Le ministère de la Santé publia de nouvelles directives sur la sécurité environnementale dans les cliniques et centres de rééducation. Très vite, le cas Delmont devint une étude de référence dans les universités de médecine et les écoles d'ingénierie hospitalière. Les experts débattirent. Comment une telle erreur avait-elle pu passer inaperçue pendant si longtemps? De nouvelles lois de contrôle sanitaire furent proposées pour renforcer la régulation des produits d'entretien utilisés auprès des enfants. Le ministère salua publiquement la famille Delmont pour avoir permis d'améliorer le système tout entier. Pendant ce temps, Claudine, l'ancienne infirmière du manoir, disparut totalement de la vie publique. Son nom ne fut plus cité dans la presse. Des rumeurs évoquèrent son départ à l'étranger. Édouard refusa d'en parler davantage. Tout avait été dit. Son attention était désormais tournée vers l'avenir, vers les familles qui vivaient ce qu'il avait vécu autrefois. Au manoir, la vie retrouva son rythme. Les journalistes finirent par se retirer, mais l'impact demeura. L'aile de rééducation
accueillait désormais des enfants venus de toute la France, et le personnel grandissait à vue d'œil. Enzo restait le cœur du lieu. Il s'entraînait toujours chaque jour, mais ses objectifs avaient changé. Il n'apprenait plus à marcher pour la première fois. Il renforçait son corps, se préparant à la suite. Édouard l'inscrivit dans une école inclusive à proximité. Des rampes furent installées, des meubles adaptés, les enseignants formés à ses besoins. Un plan d'accompagnement fut établi pour favoriser son intégration scolaire et sociale. Enzo était nerveux, mais impatient. Il allait enfin côtoyer des enfants de son âge. Isabelle, comme une grande sœur, l'aida à préparer son cartable, lui donna des conseils, vérifia même ses crayons. Le jour de sa première visite à l'école, Enzo marcha depuis la voiture jusqu'au portail, son déambulateur entre les mains. Les enseignants, les élèves et les parents regardèrent en silence, admiratifs. Il avait parcouru un long chemin, et ce n'était que le début. Ce qui avait commencé comme le combat d'un père pour sauver son fils était devenu une histoire qui changea des vies. Les familles, à travers tout le pays, prirent conscience de l'importance de ce qui les entourait. Les hôpitaux révisèrent leurs règles de sécurité. Les médecins reconsidérèrent certains diagnostics restés sans explication. Et pendant tout ce temps, Enzo avançait. Sa guérison n'était pas un miracle, c'était le fruit de l'effort, des erreurs, de la découverte et surtout de l'amour de ceux qui avaient refusé d'abandonner. Édouard, autrefois enfermé dans son désespoir et convaincu que seule la science pouvait sauver son fils, avait appris une vérité bien plus simple. Parfois, les réponses viennent du cœur. D'une fillette qui voulait jouer, d'une mère attentive à une odeur étrange et d'un enfant qui n'avait jamais cessé d'essayer. La conférence de presse marqua un tournant, mais la vraie victoire se vivait au quotidien dans les petites réussites. Un pas mieux posé, un rire plus fort, un regard plus confiant. Enzo, jadis prisonnier de l'immobilité, marchait désormais, riait et rêvait à l'avenir. Son histoire devint un symbole national. Et tandis qu'il s'apprêtait à faire sa rentrée à l'école, le manoir Delmont, autrefois silencieux et froid, était devenu un centre gratuit de rééducation pour enfants. Un lieu où la science, la tendresse et l'espoir avançaient désormais main dans la main. Des enfants venus de toute la France affluaient désormais au centre, accompagnés de leurs familles, pleins d'espoir de vivre le même soutien et les mêmes progrès qu'Enzo. Le lieu respirait la vie. Couleurs, musique, rire emplissaient les couloirs. Les salles de rééducation étaient devenues de véritables espaces d'apprentissage et de joie, avec leurs miroirs muraux, sols rembourrés, barres d'équilibre et coins de jeu. Les jardins servaient aux activités collectives et aux exercices en plein air. Chaque recoin du manoir avait été reconstruit avec un but précis. Les anciens salons avaient été transformés en salles de formation pour les parents et en classes pédagogiques pour les programmes de thérapie. Et au centre de tout cela se trouvait Enzo. Il n'était plus simplement un ancien patient, il était devenu une source d'inspiration. Il marchait seul, courait sur de courtes distances sans tomber, jouait à des jeux simples avec les autres enfants. L'enfant autrefois cloué au lit encourageait désormais ceux qui doutaient d'eux-mêmes à oser faire leurs premiers pas. Édouard, plus investi que jamais, se retira de ses affaires pour se consacrer entièrement à la fondation Delmont. Il commença à écrire un livre retraçant le parcours d'Enzo, non pas seulement comme un témoignage de père, mais comme une chronologie complète de tout ce qu'ils avaient traversé. Chaque étape, chaque erreur, chaque leçon y était décrite avec précision. Ce livre n'avait pas pour seul but d'émouvoir, mais aussi de sensibiliser à la sécurité environnementale, au bon diagnostic et à l'importance d'écouter les enfants eux-mêmes. Chaque jour, Édouard passait des heures dans son nouveau bureau, relisant des notes, interrogeant les kinésithérapeutes, les médecins et compilant les photos et vidéos prises pendant la rééducation.
Le manuscrit incluait même des extraits des anciens plans de soins, des carnets de Rosanne et des dessins d'Isabelle. Édouard voulait que cette histoire serve à tous, aux médecins, aux hôpitaux, aux familles. Il voulait s'assurer que ce qui était arrivé à son fils ne puisse plus jamais arriver à un autre enfant. Le soir, il regardait encore la vieille vidéo du premier pas d'Enzo, mais désormais avec un sourire paisible. Quant à Rosanne, celle qui n'était autrefois qu'une simple employée de maison, elle était devenue la directrice du centre. Sa connaissance intime du fonctionnement de la demeure, sa rigueur et sa douceur naturelle faisaient d'elle la personne idéale pour ce rôle. Elle ne nettoyait plus, elle coordonnait, organisait, gérait. Elle s'occupait des plannings, supervisait le personnel et veillait au bien-être quotidien des enfants. Elle contrôlait les repas, s'assurait que chaque chambre reste accueillante, que chaque famille se sente en sécurité. Les parents venaient souvent la consulter pour des conseils. Elle ne se donnait jamais des airs d'experte. Elle parlait simplement avec son cœur et son expérience. Et c'est justement pour cela qu'on la respectait. Malgré son emploi du temps chargé, Rosanne continuait de veiller sur Enzo et Isabelle. Chaque jour, elle passait les voir, comme au début. Elle n'avait jamais oublié ce premier instant où elle les avait vus jouer ensemble, ignorant tout du bouleversement que ce jeu innocent allait provoquer. Aujourd'hui, elle était fière de faire partie d'un lieu qui offrait cette même chance à d'autres enfants. Isabelle, désormais plus âgée, passait presque tous ses après-midi au centre. Son lien avec Enzo était resté aussi fort qu'autrefois. Ils avaient de grandi ensemble, affronté les mêmes obstacles, et jamais ils ne s'étaient éloignés. Elle ne le traitait pas comme quelqu'un de fragile, mais comme son meilleur ami. Enzo, de son côté, était devenu plus fort, plus confiant, plus indépendant. Il s'habillait seul, marchait sans aide dans la plupart des pièces, et aidait parfois les plus jeunes pendant leurs exercices, quand les thérapeutes étaient occupés. Isabelle continuait à inventer des jeux créatifs. Elle dessinait des parcours à la craie, lançait des défis de tir au but ou des courses de mémoire. Les plus petits adoraient les rejoindre. Enzo était devenu un grand frère pour eux tous. Il ne se vantait jamais, mais tout le monde connaissait son histoire. Et Isabelle, elle aussi, était devenue célèbre. Les familles la reconnaissaient, souriaient en la voyant, cette petite fille dont la curiosité avait changé tant de vies. Mais pour elle, rien n'avait vraiment changé. Elle restait la même, fidèle à son cœur d'enfant, simplement heureuse de continuer à jouer. Elle voulait simplement qu'Enzo continue de sourire, marcher et vivre comme tous les autres enfants. À l'intérieur du manoir, dans ce qui avait autrefois été la chambre d'Enzo, un coin paisible avait été transformé en espace mémoire. Sur un mur, une étagère exposait de petits objets chargés de sens, retraçant tout son parcours. Ses premières béquilles, petites, usées et rayées, reposaient contre le mur. À côté, une boîte contenait les dessins de labyrinthe et de circuits qu'Isabelle avait inventés pendant la rééducation. Des feuilles couvertes de couleurs, de flèches et de titres farfelus. Sur la tablette du haut, dans un cadre de verre, se trouvait l'étiquette du désinfectant bleu. Une bande rouge la traversait, marquée de ces mots. Plus jamais ça. Ce n'était pas un ornement, c'était un symbole. Un rappel de ce qu'ils avaient traversé et de ce qu'ils avaient su surmonter. Les visiteurs du centre s'y arrêtaient souvent, surtout les parents qui commençaient à peine le long chemin de la rééducation de leur enfant. Ce mur leur offrait de l'espoir. Il leur montrait qu'une erreur, même ancienne, pouvait être réparée, à condition de continuer à chercher, à douter, à croire. Ce mur ne décorait pas, il racontait la vérité. La vie d'Enzo était désormais pleine. Il jouait au football dehors avec les autres enfants. Pas parfaitement, mais avec joie. Il sautait par-dessus les lignes tracées dans la terre, essayait de grimper les marches sans aide
et faisait la course avec Isabelle d'un arbre à l'autre. Son rire emplissait le jardin, se mêlant aux voix des autres enfants. Il continuait ses examens médicaux et ses séances de kinésithérapie, mais tout cela faisait maintenant partie de sa vie ordinaire, non plus d'un traitement qui la gouvernait. Des familles venues de tout le pays affluaient encore au centre d'Elmont, attirées par son histoire. Elles venaient pour apprendre, pour essayer, pour croire de nouveau. Enzo était devenu un symbole de résilience, non pas parce qu'il était célèbre, mais parce qu'il avait persévéré là où tout semblait perdu. Chaque enfant du centre le regardait et savait désormais que le progrès est possible. Il n'était plus le garçon silencieux dans son fauteuil. Il était celui qui sautait, qui lançait le ballon, qui vivait libre. Et tout avait commencé le jour où une fillette avait osé jouer et découvert ce qu'aucun médecin n'avait su voir. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle partie vous a le plus touché. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.